Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de l'Institut Sapiens sur un sujet important qui nous passionne, qui nous intéresse, qui nous concerne, dont nous parlons fréquemment, celui de la gestion des déchets nucléaires. Un sujet technique et pour lequel nous avons décidé d'inviter pour ce podcast deux experts d'une agence bien réputée, l'ANDRA, et ils vont nous expliquer ce que veut dire l'ANDRA, et puis un autre expert en droit de l'environnement. Nous aurons l'occasion de couvrir l'ensemble de ce sujet à travers trois étapes. Une petite explication d'état des lieux, une explication sur les solutions pour le stockage et la gestion de ces déchets, et puis surtout nous parlerons de demain. S'il y a un sujet à long terme, c'est bien celui-là. Voilà. Je vous propose de laisser la parole à nos intervenants et de les laisser se présenter. Vous voulez commencer? Oui, par moi. Donc, je me présente, Pauline Fournier. Donc, je suis en charge de la communication et du dialogue et je suis basée sur le centre de Meuse-Haute-Marne. Donc, le centre de l'ANDRA qui est basé sur ces deux départements, sur celui de la Meuse et de la Haute-Marne, où aujourd'hui on travaille sur la base d'un laboratoire souterrain à développer le projet qui s'appelle CIGEO et dont on parlera tout au long de la matinée. Bonjour, mon nom est Jean-Michel Aurelbec, je suis ingénieur. J'ai une quarantaine d'années d'expérience en matière de gestion des déchets radioactifs, essentiellement à l'ANDRA. Je m'occupe en ce moment de prospective et de stratégie à l'ANDRA, mais j'ai occupé avant différents postes plus techniques sur CIGEO, je crois qu'on va parler de CIGEO tout à l'heure, mais aussi sur les autres filières de gestion. Bonjour, Sylvain Pelletreau, avocat spécialisé en droit de l'environnement, associé au sein du cabinet Richelieu Avocats et expert environnement au sein de l'Institut Sapiens. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors à partir de maintenant, on ne s'appelle plus par notre nom, on s'appelle par notre prénom. Ce sera beaucoup plus simple. Alors Sylvain, on commence par vous pour aborder une question dont on ne reparlera plus ensuite. La question sur l'énergie nucléaire. Ces fameux débats sur l'énergie nucléaire. Alors, est-ce que l'énergie nucléaire est vraiment une énergie décarbonée, c'est-à-dire avec le minimum de pollution? Alors, aujourd'hui, ça fait plus tellement de débats. Le président Sarkozy, en son temps, en parlait. Il parlait de sociétés décarbonées. L'énergie nucléaire, évidemment, fait partie de ces énergies décarbonées. Bien au-delà des débats pour ou contre le nucléaire, il est absolument certain, d'un point de vue scientifique, que l'énergie nucléaire est celle qui est décarbonée et qui représente la plus grande part de production. Si je regarde pour la France, par exemple, c'est à peu près 72% de la production française. Et la première énergie qui vient juste après, c'est l'énergie hydroélectrique qui représente à peu près 12%. Donc oui, pour répondre à votre question directement, Dominique, oui, absolument. Très bien. Alors, on va parler de gestion de déchets, de stockage, etc. Mais rapidement, quels sont les grands défis de la gestion des déchets d'une population de 7 milliards d'individus? Alors, c'est évidemment une question tout à fait majeure. On voit bien, alors aujourd'hui on parle de crise environnementale, je parlerai plutôt de transition. D'ailleurs, le ministère s'appelle aussi ministère de la Transition. On est vraiment dans une période où on passe d'un cycle à l'autre et aujourd'hui on voit bien qu'on essaie de passer d'une économie dite linéaire à une économie circulaire. Et c'est bien là où la problématique de la gestion des déchets s'insère, l'objectif étant de faire en sorte que soit nous évitions de produire les déchets, c'est le premier objectif, soit nous produisions des déchets que nous pouvons ensuite réinsérer dans une forme de circuit de consommation. Donc ce débat est d'autant plus accru que les populations augmentent et donc mécaniquement produisent des déchets. Donc vraiment on a ce point de basculement qui est absolument crucial, qu'on retrouve à la fois dans la réglementation communautaire et évidemment française, de basculer de cette économie linéaire vers cette économie circulaire qui tente à réinsérer les déchets dans le circuit. Donc il y a un espoir. Donc il y a un espoir, évidemment. Merci. Alors cette première partie, on vous propose de faire un état des lieux. Un état des lieux de ces déchets nucléaires. Et Pauline, expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'il y a de la radioactivité, qu'est-ce que ça produit comme déchets, comment c'est traité, etc. Déjà, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce que la radioactivité et je dirais tout simplement que c'est un phénomène physique. C'est des atomes qui sont instables, qui ont vocation à se transformer en des atomes stables. Et dans ce processus de transformation, eh bien, ils émettent un rayonnement
Donc, ils émettent une énergie. Et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc, à partir de là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un déchet radioactif ? Et souvent, je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas très clair, ça fait peur quand on l'évoque comme ça. On peut se dire, ça doit être une matière un peu verdâtre, fluorescente, comme on peut voir dans les Simpsons, par exemple. Mais comme souvent, la réalité, elle est beaucoup moins fun. En fait, un déchet radioactif, c'est tout simplement, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, des matériaux qui ont été en contact, plus ou moins direct, avec de la radioactivité. Et donc, plusieurs types d'industries aujourd'hui produisent des déchets radioactifs. Ça passe par l'industrie en tout genre. Donc là, c'est des petits producteurs pour nous à Londra qui vont produire différents types de déchets. Ça peut être des gants, des blouses, des matières métalliques. Voilà. Et puis aussi l'industrie nucléaire qui produit des déchets radioactifs. Donc ça, c'est la part, je dirais, la plus importante des déchets à gérer en France. Et puis enfin, la médecine ou les activités de défense sont aussi des activités qui génèrent des déchets radioactifs. Et donc l'ANDRA, sa mission, c'est de gérer l'ensemble de ces catégories de déchets, puisque forcément, vous l'aurez compris, on a plusieurs types de déchets à gérer et ils sont classés en fonction de deux critères. Ils sont classés en fonction de leur durée de vie et puis de leur niveau de radioactivité. Donc ils n'ont pas tous la même durée de vie ni le même niveau de dangerosité. Et donc nous, on met en place des solutions de gestion durables pour l'ensemble de ces catégories de déchets. D'accord. Alors vous me parlez de durée de vie. On peut avoir quelques petits exemples comme ça. Quelle durée de vie d'un déchet radioactif ? Alors c'est très variable, la durée de vie des déchets. Ça peut aller de la radioactivité, dans tous les cas, en fait, elle décroît avec le temps. Et cette décroissance, elle peut se faire en quelques secondes ou sur des centaines de milliers d'années. Et c'est tout l'enjeu des déchets qui concerne le projet CIGEO qu'on a commencé à évoquer en introduction. CIGEO qui veut dire Centre industriel de stockage géologique. Merci. Et qui serait donc amené à stocker les déchets les plus radioactifs de la gamme des déchets qu'on a à gérer. D'accord. Et si je reprends cette échelle des déchets radioactifs, on les classe de la très faible activité aux déchets de haute activité. Et bien sûr, plus on monte dans l'échelle, plus ils ont une durée de vie qui est longue. Vie courte à l'ANDRA, c'est déjà quand même un peu long à notre échelle, puisqu'on est déjà au niveau de 300 ans. Et au-delà de 300 ans, on est sur la catégorie des vies longues. D'accord, très bien. Alors que veut dire ANDRA ? Que veut dire ce sigle ? Quel est le rôle de l'ANDRA ? Quelle est sa responsabilité ? Dites-nous tout. Alors l'ANDRA, c'est l'Agence nationale... Et on voit ce qui défile derrière nous. Tout à fait, on voit quelques images ici. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale qui gère les déchets radioactifs français. On est une agence, on est un EPIC en fait, un établissement public à caractère industriel et commercial. Aujourd'hui, on a un peu plus de 700 salariés qui travaillent sur les différents projets de l'agence. On n'a pas uniquement le projet CIGEO. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que nos statuts font qu'on est complètement indépendant face aux producteurs de déchets. Donc nous, notre métier, c'est de mettre en place des solutions de gestion durable pour gérer l'ensemble des déchets radioactifs français, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Donc pour ça, aujourd'hui, on a des sites en exploitation qui accueillent des déchets de faible activité et de très faible activité dans le département de l'Aube. Donc 2 sites là-bas. On a un site qui est plus ancien, qui a accueilli des déchets de faible activité également, qui est basé dans la Manche, qui lui est fermé, puis qui va rentrer en phase de surveillance. Et puis, on a un site de recherche où, je ne sais plus si on le disait tout à l'heure, mais on a un laboratoire souterrain qui nous permet de développer le projet CIGEO. D'accord. Donc ce site, c'est sur le site où moi je travaille personnellement, qui est basé, comme je le disais tout à l'heure, donc à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Voilà. Laboratoire qu'on aperçoit derrière nous, à travers les photos qui défilent. C'est quelques images du laboratoire qui se situe à 490 mètres de profondeur et qui nous permet de mettre en place différentes expérimentations pour concevoir et développer ce projet.
Ça ressemble un peu au métro parisien, mais ce n'est pas le métro parisien. Ouais, on est un peu pas plus profond aussi. D'accord, très bien. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des solutions de gestion de ces déchets? Oui, Pauline en a déjà dit quelques mots. Il faut retenir que à chaque catégorie de déchets, en fonction de sa durée de vie et en fonction de son niveau d'activité, de dangerosité radiologique, eh bien, on met en place des solutions différentes, des solutions qui sont adaptées, qui sont proportionnées à la dangerosité de chaque catégorie de déchets. Alors, on peut peut-être commencer par les déchets de très faible activité et aussi par les déchets qu'on appelle les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc, en gros, les déchets les moins dangereux de tout notre inventaire. Les moins dangereux, mais qui représentent près de 90% du volume total des déchets. Et le volume total, vous avez une idée du volume? Ah oui, ça se chiffre en 1 600 000, quelque chose comme ça. C'est pour fixer l'ordre de grandeur. Mais attention, on a des volumes très différents d'une catégorie à l'autre. Donc je pense qu'il faut bien différencier les catégories. Alors justement, pour revenir sur ces 90% en volume des déchets radioactifs, aujourd'hui, ces déchets, comme l'a déjà dit Pauline, sont pris en charge par l'ANDRA dans des centres de stockage industriels qui se trouvent en l'occurrence dans l'Aube. Stockage voulant dire que ces déchets vont être confinés durablement. Alors comment on confine la radioactivité qui se trouve dans ces déchets? D'abord en plaçant ces déchets dans des conteneurs qui sont confinants, qui sont durables, puis en plaçant ces conteneurs dans des ouvrages de génie civil en béton, qui eux aussi sont conçus, dimensionnés pour être très confinants et très durables, et tout ça se faisant en surface. Là, je suis en train de vous décrire le principe du centre de stockage de l'Aube, qui est spécifiquement dédié aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Alors, une fois qu'on aura mis ces colis de déchets dans ces ouvrages, ils vont y rester. L'objectif, c'est qu'ils y restent de manière définitive pour que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas transmise aux générations suivantes. Et là, on va profiter de la décroissance de la radioactivité. En gros, en moyenne, au bout de 300 ans, l'essentiel de la radioactivité de ces déchets aura décru, et donc la dangerosité résiduelle de ces déchets deviendra extrêmement faible. Et pendant ces 300 ans de décroissance, on a prévu de surveiller ces installations, surveiller le centre de stockage de l'Aube, vérifier qu'il n'y a pas de rejet dans l'environnement, vérifier que les ouvrages vieillissent bien. Si nécessaire, on pourra intervenir pour les réparer. Voilà. Et donc, encore une fois, au bout de ces 300 ans, l'activité aura pas complètement disparu, mais pratiquement complètement disparu. Voilà, ça c'est pour les 90%. Puis alors maintenant, je vais aller à l'autre bout de notre classification. Je vais aller sur les déchets les plus dangereux et aussi ceux qui durent le plus longtemps, qui sont les déchets, il y a deux catégories, il y a les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue. Ces déchets, aujourd'hui, l'ANDRA ne les prend pas en charge. Ces déchets, aujourd'hui, il y en a beaucoup de produits déjà. Depuis le début du nucléaire, on a produit ces déchets. Alors beaucoup, encore une fois, c'est une petite fraction du volume total des déchets. Ces déchets, aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont entreposés sur des sites qui appartiennent aux producteurs de ces déchets. Alors on va avoir, par exemple, Marcoule ou Cadarache, pour regrouper des déchets essentiellement du CEA. On va avoir le site de Laghe pour des déchets qui auront été produits par Orano. Et puis on va avoir Bugey pour des déchets des réacteurs nucléaires d'EDF. Donc ils sont entreposés dans des installations, dans des bâtiments en surface qui sont sûrs, qui sont surveillés, dans lesquels la radioactivité, là aussi, est bien confinée. Mais ce sont des bâtiments en surface. Leur durée de vie, c'est celle de bâtiments, mettons, en surface, 50 ans. Alors, pour les techniques les plus modernes, on pourrait aller jusqu'à une centaine d'années. Mais au bout de cette durée de vie des bâtiments, eh bien, il faut ressortir les déchets et les remettre ailleurs, dans des installations neuves. C'est d'ailleurs ce qui se fait à Marcoule. À Marcoule, aujourd'hui, des déchets anciens qui ont été entreposés dans des installations anciennes sont ressortis et replacés dans de nouvelles installations d'entreposage sur le même site. Mais ça suppose à chaque fois des actions humaines.
Et donc, le principe sur lequel l'ANDRA travaille, c'est d'éviter de transmettre éternellement la charge des déchets aux générations futures. Donc, de trouver une solution à caractère définitif. C'est là qu'intervient le stockage. Et pour ces déchets qui sont les plus dangereux, le stockage en formation géologique profonde, et c'est le projet CIGEO. D'accord. Et si, petite question très pragmatique, si je suis autour de ces bâtiments-là dans lesquels on stocke ces déchets, je me promène avec le petit compteur magique, là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que ce soit des installations d'entreposage ou que ce soit les installations de stockage que nous avons dans l'Aube, elles respectent des critères extrêmement contraignants qui sont d'ailleurs fixés non pas par l'ANDRA, mais par l'autorité de sûreté nucléaire française. Et évidemment, le principe, c'est que autant si je reprends les déchets de haute activité, autant je pense qu'il serait assez malvenu que nous en placions un sur la table entre nous, autant lorsqu'il se trouve dans ces installations, il ne présente aucun risque pour la population qui vit au voisinage et pour les travailleurs qui exploitent ces installations. Bien sûr, ok. D'ailleurs, je crois qu'on a derrière nous une photo d'un bâtiment de la Hague, je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Et ça, c'est une cellule dans laquelle on met les déchets. Alors ça, c'est autre chose. Hein. C'est un conteneur de stockage. Oui, d'accord. On pourrait utiliser pour CIGEO. Juste pour donner une idée. Là, on n'est pas en fait dans ces installations d'entreposage ou bien de stockage de l'Aube. Là, on est dans une installation qui est plus liée à nos recherches sur CIGEO. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est plus lié à vos recherches. Donc, ce qu'on représente ici, effectivement, ce qu'on voit finale, ici, c'est une maquette factice d'un conteneur de déchets. D'un conteneur de déchets qui est préparé pour être le jour venu mis en stockage en CIGEO, mais c'est une histoire future. Bien sûr. Ok, d'accord, très bien. Merci. Alors, vous avez abordé le sujet il y a quelques secondes, vous avez parlé de stockage géologique. Alors, dites-nous un petit peu ce que l'on entend par ce stockage géologique. Et notamment ce qu'on va faire dans la Meuse/Haute-Marne. Hein. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas en louper un des deux. Hein. On est sur 2 départements. Donc, je vais faire attention de ne froisser personne. Je parlerai de la Meuse/Haute-Marne, je vais y arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas en termes de stockage? Et surtout, première question essentielle, pourquoi cette région? Oui, pourquoi pas une autre, on va peut-être commencer par répondre à cette toute dernière question. Pourquoi cette région? En fait, l'histoire nous ramène en 1991. Pour nous, c'est une date extrêmement importante puisque c'est la première fois qu'une loi a été votée par le Parlement sur la gestion des déchets radioactifs. Cette loi était d'ailleurs axée sur les déchets radioactifs les plus dangereux, les déchets haute activité, moyenne activité à vie longue. Cette loi, finalement, elle a marqué la mise en débat public et surtout la mise sous le contrôle parlementaire de la gestion des déchets radioactifs. Ce n'était plus qu'une question d'ingénieurs au sein du CEA, au sein des organismes dédiés. C'était aussi devenu une question publique et sociale. 1991. Et en 1991... plutôt juste après que cette loi ait été votée, on va plutôt dire à partir de 1992, une recherche de site a été lancée pour accueillir des laboratoires souterrains de recherche sur l'option, c'était une option à l'époque, du stockage géologique profond. Alors cette recherche, elle a été menée sous l'autorité du rapporteur de la loi de 1991, en l'occurrence Christian Bataille. Et cette recherche, elle avait 2 critères. C'est une recherche à l'échelle nationale. Et elle avait 2 critères. Un critère de volontariat des collectivités locales. Est-ce que vous seriez intéressé par accueillir un laboratoire de recherche sur l'option du stockage géologique profond? Et aussi sur des critères géologiques. Parce qu'évidemment, comme il s'agit de compter sur un milieu géologique pour qu'il confine la radioactivité sur de très grandes échelles de temps, en pratique plusieurs centaines de milliers d'années, il ne faut pas se mettre n'importe où. Il faut que ce soit une couche géologique qui soit
peu perméable, qui soit très stable, que l'on puisse caractériser, dans laquelle on peut aussi construire des ouvrages. Voilà. Donc des critères géologiques, des critères de volontariat. Et au final, plusieurs collectivités locales se sont montrées intéressées et l'ANDRA a déposé en 1996 3 demandes d'autorisation de création de laboratoires souterrains sur des sites différents, dont un se trouvait à la limite du département de la Meuse et de la Haute-Marne, puisque ces 2 départements avaient fait acte de volontariat. Voilà, les dossiers ont été instruits par l'autorité de sûreté nucléaire, par des commissions d'experts indépendantes. Et au final, en décembre 1998, le gouvernement a donné son feu vert pour la création du laboratoire de recherche souterrain de Meuse-Haute-Marne, à la limite de ces 2 départements. Et les travaux de fonçage des puits, nous sommes à 500 mètres de profondeur, donc il faut faire des puits verticaux pour aller à 500 mètres. Pauline va nous emmener dedans dans quelques minutes. Voilà, et bien ces travaux de fonçage des puits ont commencé en 2000. D'accord. Et depuis, le laboratoire souterrain s'est développé pour mener ses recherches sur le stockage. Très bien. Alors Pauline, profitons de l'image qui est derrière nous là. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble... Alors là, c'est une image qui nous projette plutôt vers le futur. Je sais, mais c'est pour ça que je vous laisse l'occasion de vous expliquer. Parce que ici, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est à quoi pourrait ressembler le futur site, et notamment Cigéo. Et du coup, c'est un peu une vue de l'esprit, mais on voit juste en vert, je ne sais pas si je peux me lever ou... non, ça je sais pas. L'implantation en fait du laboratoire souterrain. Je peux te montrer. Ouais. Non, c'est bon, allez-y, continuez. Ok. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais la petite partie verte en fait représente le laboratoire souterrain qu'on exploite aujourd'hui et qui nous permet de développer, comme je le disais en introduction tout à l'heure, le projet Cigéo. Et donc, depuis 2000, on travaille à mettre en place différentes expérimentations pour concevoir et développer ce projet. D'accord. Et donc... qui servira normalement de zone de stockage, on est bien d'accord, hein? Ah non, pas le laboratoire. Enfin, après, je veux dire, l'objectif, c'est le laboratoire et ensuite zone de stockage. Voilà, aujourd'hui, on a le laboratoire. Bien sûr. Et à terme... Voilà, on va pas partir en fait du laboratoire pour ensuite creuser les futures galeries de Cigéo. Si le projet Cigéo est accepté, on va créer un ouvrage spécifique pour Cigéo, donc dans la même couche d'argile qu'on étudie évidemment dans le laboratoire, mais à quelques kilomètres. Donc ce sera vraiment un ouvrage dédié au stockage de ces déchets radioactifs. D'accord, mais dans la même région, c'est ce que je voulais dire. Voilà, dans la même zone et dans la même roche étudiée. Et je dirais qu'il y a plusieurs phases dans le laboratoire d'essais, de tests, d'expérimentation. Dans un premier temps, on avait vraiment à cœur de comprendre quel type de roche était présente à 500 mètres de profondeur, est-ce qu'elle était adéquate à un stockage géologique profond ou non. Ça nous a occupé les premières années dans le laboratoire et ça a donné lieu à un premier dossier, un premier gros jalon pour l'ANDRA, le dossier de 2005, où on a démontré que c'était une roche qui avait toutes les caractéristiques intéressantes pour y mettre en place un stockage géologique profond avec pour objectif de confiner les éléments radioactifs sur le long terme. Donc elle a différentes propriétés qui font qu'elle a tout son intérêt. Et puis progressivement, on a commencé à concevoir et à designer le projet Cigéo. Donc pour ça, il faut tester techniquement. Est-ce qu'on est capable de creuser des galeries de telle ou telle dimension? Est-ce qu'on fait des grosses galeries, des petites galeries? Comment, techniquement, quels matériaux on va utiliser pour le stockage? Tout ça, c'est des choses qu'on regarde dans le laboratoire et qu'on teste donc directement au contact de cette roche. Et puis, aujourd'hui, on est plus dans une phase pré-industrielle où on cherche aussi à optimiser le projet. C'est-à-dire que le concept général du projet Cigéo, on l'a, mais on optimise certains points pour, sans rogner sur la sécurité de ce futur site, comment on peut jouer un peu sur les coûts pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire qui serait allouée au projet. Donc voilà ce qu'on fait concrètement aujourd'hui dans ce laboratoire souterrain. Voilà. Et dans 10 ans, on peut espérer? Alors dans 10 ans,
Peut-être voilà, aujourd'hui on a 30 ans derrière nous, 30 ans de recherche, 30 ans d'acquisition de connaissances, d'études scientifiques, d'études technologiques aussi pour, comme l'a dit Pauline, imaginer comment réaliser des galeries pour accueillir des déchets au sein de cette couche d'argile. Et on considère que on a les connaissances aujourd'hui pour engager un véritable projet de stockage de déchets radioactifs, donc CIGEO. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons déposé une demande de déclaration d'utilité publique. L'enquête publique s'est menée et les tout derniers résultats devraient être connus en tout début d'année prochaine, 2022. Et puis, nous allons ensuite déposer formellement une demande de création de l'installation CIGEO. Donc, on n'est plus dans le laboratoire souterrain, on n'est plus dans une installation de recherche sans radioactivité. On demande la création d'une installation nucléaire souterraine qui s'appelle CIGEO. Voilà, donc l'instruction va durer plusieurs années. Et puisque la question que vous posez, elle porte sur qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 et ben ans. d'abord, ça va dépendre du résultat de l'instruction de tous ces deux dossiers dont j'ai parlé. Je pense surtout, surtout du dossier de demande d'autorisation de création. Ouais. Et dans l'hypothèse, évidemment, que nous pensons probable et que, compte tenu de la qualité des travaux qu'on a réalisés, dans l'hypothèse où nous serons autorisés à créer CIGEO, eh bien, dans 10 ans, je pense que nous serons en train de creuser ces ouvrages souterrains que nous avons vus tout à l'heure à l'écran. Nous ne serons pas encore en train de recevoir des colis de déchets dans 10 ans. Nous serons en train de creuser ces ouvrages, ça prend du temps. Et une fois que les premiers ouvrages de CIGEO auront été finis d'être construits, eh bien, peut-être 5 ans plus tard, nous allons recevoir sur ce site les premiers colis de déchets radioactifs. D'accord. Les vrais. Les vrais. Pas les maquettes comme on a vu tout à l'heure. Et tout cela pour ce qu'on appelle une phase pilote. Le terme, c'est phase industrielle pilote. Une phase dans laquelle on va tester à échelle 1, en conditions réelles, tous les processus technologiques qui permettent donc de mettre ces déchets radioactifs au milieu de la couche. On va tester le bon comportement des ouvrages. Et ce n'est qu'au terme de cette phase industrielle pilote, donc c'est assez lointain, qu'une nouvelle décision aura à être prise. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que les voyants sont au vert et on continue? Et là, à ce moment-là, on passera à une nouvelle échelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mettre en stockage dans CIGEO l'ensemble des déchets haute activité, moyenne activité à vie longue, qui sont déjà produits, puis peut-être aussi ceux que le parc électronucléaire actuel va continuer à produire jusqu'à son terme, mais on estime qu'il faut à peu près 120 ans. 120 ans de creusement progressif d'ouvrages souterrains et d'amener de ces colis de déchets pour les y mettre au fond. Et ces 120 ans vont être jalonnés. Une fois qu'on aura décidé au terme de la FIPIL de poursuivre le processus, on va essentiellement stocker des déchets MAVL. Vous savez, les déchets relativement moins dangereux de cette catégorie, de ces deux catégories. J'allais vous interrompre pour avoir la définition. Moyenne activité à vie longue. Moyenne activité, vie longue. Voilà. Très bien. Et puis c'est aux alentours de 2080 qu'on aura à décider si l'on met dans CIGEO ou pas les déchets de haute activité. Donc je vous rappelle que certains, enfin beaucoup déjà sont produits. Oui, bien sûr. Et ensuite, eh bien, on continuera à les y mettre et on arrive à nos 120 ans. Puis interviendra encore une autre question à traiter par nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, je ne sais pas. Est-ce qu'on ferme CIGEO? Parce que l'idée, c'est à terme, on ferme, on rebouche. Et ensuite, le confinement de la radioactivité est assuré de manière totalement passive, c'est-à-dire sans action humaine. C'est le milieu géologique qui s'en charge, et cela sur des
beaucoup plus grande durée. D'accord, très bien, c'est très très clair. Et la passivité, c'est vraiment, j'insiste, un point important par rapport au projet, puisque ça a été un des points qui a justement conduit à notre orientation vers le stockage géologique profond comme solution de référence. D'accord. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de réflexion internationale là, pour faire un peu de cocorico quand même? Sylvain, vous l'expert, est-ce que la France est bien placée dans ce sujet du traitement des déchets? Oui, alors, des déchets nucléaires, pardon. Oui, déchets tout court, oui, et déchets nucléaires aussi. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 58 réacteurs en France, et donc on est sur des projets de long terme. Jean-Michel le rappelait à l'instant, c'est un projet qui a 30 ans, qui a commencé en 91. Donc évidemment, on est sur une gestion de grands projets, donc qui prend un certain temps. Et si on regarde, si on se compare, il y a 2 pays qui sont un peu plus avancés, mais qui ont beaucoup moins de réacteurs, qui représentent une dizaine de réacteurs là où on a 58 centrales nucléaires en France, donc qui sont la Finlande et la Suède. Mais compte tenu de l'ampleur du parc nucléaire français, nous avons une grande avance sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant d'analyser sur le projet CIGEO, c'est qu'il a vocation à recevoir l'intégralité des déchets nucléaires de toutes les installations existantes en France, y compris Flamanville et ITER. Donc on est vraiment sur un projet d'ampleur et qui, encore une fois, vous le rappeliez, la longueur des procédures nécessite du temps. Mais donc on a évidemment une grande avance par rapport aux autres pays de ce point de vue-là. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives au stockage géologique? Depuis très longtemps, des alternatives ont été étudiées, ont été regardées. L'envoi dans l'espace. La NASA a fait des études. Dans l'espace. Oui, la NASA a fait il y a bien longtemps des études d'envoi de ces déchets-là dans l'espace avec des fusées ou même d'autres technologies. Les océans, plus exactement les fonds sédimentaires qui sont au fond des océans ou la calotte glaciaire. Alors sur ces 2 sujets-là, faut être clair, c'est contraire au droit international, c'est contraire à la Convention de Londres. Donc, ce sont des pistes qui ne sont plus regardées. Bon, enfin, toutes ces techniques, on a même parlé de volcans, toutes ces techniques-là ne sont évidemment pas matures, voire ne sont pas sûres. Imaginez les lanceurs qui ont loupé un tir. Ou même le volcan, on le met dedans et ça remonte. Voilà, c'est pas terrible. On va avoir l'air malin. Voilà, mais c'est important de dire que un certain nombre d'alternatives sont étudiées encore aujourd'hui. On étudie des forages très profonds, à plusieurs kilomètres de profondeur. Comme alternative potentielle. Ça, c'est surtout dans d'autres pays que c'est étudié. Mais il y a un courant de pensée qui privilégie une alternative particulière à CIGEO, qui consiste à prolonger l'entreposage, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ou quitte à le renforcer un peu, à prolonger l'entreposage dans le temps, et à poursuivre des recherches sur ce qu'on appelle la transmutation. La transmutation, c'est par des réactions nucléaires, modifier des noyaux et espérer rendre non pas un noyau radioactif stable, mais au moins lui diminuer sa durée de vie, sa période. Et ces recherches-là, elles se continuent en France, elles se continuent dans d'autres pays. Nous, notre point de vue, c'est que D'abord, ces recherches sur la transmutation ne pourront pas porter sur les déchets qui sont déjà produits. Et puis, quoi qu'il arrive, il restera des déchets à vie longue à gérer. Peut-être pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes quantités, mais il en restera. Et puis, le deuxième point, c'est que CIGEO, vous avez vu tout à l'heure, c'est très progressif. Je dis que les déchets achats, on envisage de les... haute activité, excusez-moi pour le jargon, les déchets de haute activité, on envisage de les placer en CIGEO vers 2080. Ça laisse du temps. Et ce n'est pas parce qu'on engagerait ces CIGEO demain, comme nous le souhaitons, que pour autant, les recherches sur des pistes alternatives, je pense en particulier à la transmutation, devraient s'arrêter. Au contraire, elles peuvent être complémentaires, préparer l'avenir, quoi. Très bien. Alors, quand on avait discuté, j'ai entendu parler de nucléaire recyclable. Vous
voulez nous en parler 2 minutes? Parce que ça m'a paru une information importante. Enfin. Ça dépasse le seul périmètre de l'ANDRA, mais je pense que c'est important. Une partie importante de nos déchets vient des centrales nucléaires et vient du combustible nucléaire qui a servi à produire l'énergie. Ce combustible nucléaire, quand il est épuisé, vous savez qu'on le sort du réacteur et on va l'envoyer sur le site de retraitement de La Hague. C'est la politique française. Qu'est-ce qu'on fait à La Hague? On dissout tout ça dans de l'acide nitrique et on sépare ce que l'on peut recycler de ce qui est vraiment un déchet ultime. Ce qu'on peut recycler aujourd'hui ou demain, c'est l'uranium et le plutonium qui se trouvent dans ces combustibles et qui constituent la plus grande partie de la masse de matériaux qui est dans ces combustibles. Ouais. Et le reste, donc des produits de fission, des actinides mineurs, donc des radionucléides non valorisables, et même des structures métalliques, c'est ça que l'on considère comme des déchets ultimes, HA ou MAVL. Donc il y a déjà cette option de recyclage. Mais si je me mets à l'autre bout de la classification française des déchets, je retourne sur les déchets TFA. Les très faibles activités. Très faibles activités. Merci de me sortir de mon jargon. Non, je vous en prie. Eh bien, aujourd'hui, il y a des travaux, des recherches en cours pour essayer de recycler davantage certains de ces matériaux qui se trouvent dans les déchets TFA, pour éviter pour réduire finalement la quantité de déchets ultimes qu'on a à stocker. Je pense en particulier à des travaux sur des matériaux métalliques que l'on pourrait recycler. D'accord, très bien, c'est un bel espoir. Alors, en 2 minutes, Sylvain, puisqu'on est dans la série des règlements, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le projet Astrid et pourquoi un jour on a décidé d'arrêter ce projet? Parlez-nous 2 minutes de ce projet parce que c'est quand même quelque chose ce projet. Alors, sur la technicité même du projet Astrid, je pense que les ingénieurs sont beaucoup plus à même de répondre que moi. La compréhension que j'ai du sujet, Jean-Michel vient de l'évoquer, en fait, c'est justement la recherche sur les matériaux pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à réutiliser de plus en plus de déchets nucléaires et éviter ce que vous appeliez, vous avez raison de le souligner, les déchets ultimes, qui sont ceux dont qu'on doit gérer et qui sont plus gérables autrement que par des solutions notamment de stockage. Donc ça, c'était un point assez intéressant. Je reviendrai historiquement sur... on a un mouvement de va-et-vient sur le nucléaire qui est assez intéressant parce que je reviens à l'abandon de Superphénix qui, à mon sens, est aussi la suite qui a été l'abandon d'Astrid aussi, qui finalement n'est qu'une déclinaison de Superphénix. Et la compréhension que j'ai du sujet en tant que non-technicien et simplement avocat, c'est qu'on aurait été en capacité, avec des projets comme Astrid, d'avoir précisément des déchets nucléaires réutilisables, plus de déchets nucléaires réutilisables, avec du coup un vivier de combustible qui aurait représenté à peu près 1000 ans de combustible pour les centrales nucléaires. Donc ça aurait été, à mon sens, intéressant de poursuivre la recherche. Faire de la recherche, c'est pas nécessairement prendre une décision, mais c'est au moins s'offrir l'opportunité pour l'avenir de prendre des décisions à peu près éclairées. Et on est un petit peu dans le héros et Thanatos sur les questions nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, on joue quelquefois à se faire peur et ce faisant peur, on évite la recherche. Et je trouve ça assez regrettable. Comme je viens de vous le dire, on aurait pu avoir des combustibles pour quelques centaines d'années. Et on met très souvent en avant, ce que je vous disais tout à l'heure, on a une énergie qui est sûre, qui est décarbonée, ça c'est un fait. Et l'opposition en face, les gens qui s'opposent au nucléaire nous disent par ailleurs, répondent avec des questions de peur, donc peur des déchets, peur des accidents. Voilà. Et au final, il y a des arbitrages politiques qui sont faits. Donc, et on le voit bien, les débats récents nous montrent bien cela. On a une fermeture de centrale d'un côté et une décision de réouverture de l'autre. Donc c'est toujours très compliqué, surtout qu'on est sur des temps très très longs, on le voit bien. Enfin, sur le projet Cigéo, on est sur une 30aine d'années, donc sur les centrales nucléaires, on est encore plus long. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté là-dessus sur ces problématiques-là. On a voulu réduire à 50% la part du nucléaire, finalement on rouvre des réacteurs. Donc on est toujours dans cette logique-là. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'on s'est empêché, avec l'abandon du projet Astrid, d'avoir des éléments de recherche supplémentaires et donc d'optimisation finalement de la consommation des matériaux, des matières premières. D'accord, il fallait le dire. Un avant-dernier sujet
avant que nous nous quittions. Est-ce que, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis du monde qui va nous suivre, vis-à-vis des générations qui vont nous suivre? Pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper de ces sujets qui sont à très très long terme? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant? Allez, Sylvain, continuez sur ce thème, si je peux me permettre. Je prends la balle au bon. Merci, ouais. Merci Dominique. Non, ce qui est très intéressant, il faut avoir en tête, à mon sens, l'un des principes les plus importants du droit de l'environnement, c'est vraiment la notion de développement durable. Et cette notion de développement durable qui vous dit en substance, si je pousse à l'extrême, faites ce que vous voulez de la nature à partir du moment où les générations futures ont la même capacité d'utilisation que celle que vous avez aujourd'hui. Alors, on est confronté à une double problématique aujourd'hui. C'est que la recherche avançant, on se rend compte qu'on a pu faire des choses moins bien par le passé, et donc il faut à la fois corriger le passé, utiliser le présent et offrir la même capacité d'utilisation à l'avenir. Et donc évidemment, là vous avez bien compris, on est sur une matière très spécifique ici, puisqu'on est sur un temps assez long, et donc évidemment c'est l'objet. Je suis absolument bluffé moi, par ce que j'ai vu quand on a été visiter le site de Cigéo, parce que on voit bien que les travaux de recherche sont faits. On est sur un temps, à chaque fois on est quasiment sur des phases de 10 ans, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais entre le moment où on prend une décision, le moment où on commence à lancer les recherches, voilà. Donc il y a quand même, on n'est pas dans l'improvisation, on est vraiment sur du laboratoire en grandeur réelle, et donc on est vraiment, à mon sens, de ce point de vue-là, dans la notion de développement durable avec cette gestion des générations futures. Donc ça c'est un point qui me semble vraiment important, et évidemment c'est comme ça qu'il faut orienter les choses sur les générations futures. D'accord. Un mot à ajouter, non? Oui, ce qu'il faut retenir pour les déchets destinés à Cigéo, c'est qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui. Ils sont gérés de manière tout à fait sûre. Simplement, ils nous protègent, nous, très bien. Mais par contre, les installations actuelles ne font rien pour les générations futures. Donc il n'y a pas urgence, mais par contre, il ne faut peut-être pas confondre le fait qu'on ne soit pas pressé avec l'envie de ne rien faire. En fait, on n'est pas pressé, ça nous permet de prendre le temps de mener les recherches, d'instruire les décisions, et vous avez vu dans ce qu'on a présenté tout à l'heure que ça va continuer. C'est pas parce qu'aujourd'hui on demande de créer, ou l'année prochaine plutôt, on va demander l'autorisation de créer cette installation Cigéo, que pour autant tout est figé dans le marbre. Pas du tout. On a plein de jalons successifs avec des rendez-vous décisionnels. Les choix restent ouverts pour les générations suivantes. Par contre, engager Cigéo aujourd'hui, c'est profiter des connaissances que nous avons acquises, profiter de notre savoir-faire, profiter des ressources dont on dispose aujourd'hui pour avancer dans l'idée d'offrir aux générations futures une vraie solution pérenne de gestion des déchets pour les protéger, elles. Très bien. Merci de ce très bon moment, de tout ce qu'on a pu apprendre, découvrir, que je suis certain que vous ne connaissiez pas, ceux qui sont en train d'écouter cette émission. Peut-être un dernier mot de chacun de vous en forme de conclusion. Pauline. Je commence alors. Allez-y, commencez. Honneur aux dames. Non, mais en tout cas, là, sur ce temps d'échange, vous l'aurez compris, on a des déchets avec une durée de vie longue à gérer. Et Cigéo permettrait justement d'avoir une solution de gestion durable pour prendre en charge ces déchets et donc avoir un site qui permet de les confiner le temps que la décroissance radioactive fasse son effet et qu'au moment où ces éléments sortent et sont en contact de l'environnement, ils ne représentent plus de risque pour l'homme et l'environnement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du projet sur lequel on travaille. Et j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, c'est un choix de société. Hein. Soit on décide de poursuivre tel qu'on le fait aujourd'hui avec des bâtiments de surface, mais qui ont une durée de vie limitée, ou soit on s'engage effectivement dans un projet de gestion durable comme Cigéo. Merci. Jean-Michel. Oui, allez. pour essayer d'objectiver le service que nous proposons de rendre aux générations futures, nous avons à l'Andra réalisé une évaluation socio-économique de Cigéo. Ceci s'est fait dans le cadre de notre demande de déclaration d'utilité publique. Ça consiste en fait à comparer différents scénarios. Je fais Cigéo ou je ne le fais pas.
ou je le fais autrement, où je mets tous mes espoirs dans une recherche pour de futurs progrès en matière de transmutation. Donc de comparer différents scénarios sur plusieurs siècles en termes socio-économiques. Et pour ce faire, nous avons imaginé, on est sur plusieurs siècles, que la société pouvait évoluer de deux façons différentes. Une façon, disons, normale, dans la continuité de ce que nous connaissons depuis 1 ou 2 siècles, tout va bien. Mais on a aussi imaginé un scénario où ça ne se passait pas forcément si bien que ça, où il y avait des crises et où on risquait de perdre notre savoir-faire et notre capacité à contrôler des installations, en particulier des installations d'anthroposage, dans les scénarios où on n'aurait pas fait CGO. Voilà, on a comparé tout ça et on a essayé de mettre tout ça sous une forme de monétariser tout ça, puisque c'est la règle du jeu dans ce genre d'évaluation. Et qu'est-ce qu'elle conclut, cette évaluation ? Eh bien, c'est très simple. Si vous n'accordez pas une grande importance aux générations futures, ou si vous êtes extrêmement confiant dans l'avenir de notre société, à l'échelle de quelques siècles, il ne se passera rien, tout ira bien, on continuera à croître, eh bien, la solution la plus avantageuse, c'est finalement de ne pas faire CGO, c'est de continuer l'entreposage. Mais par contre, si vous avez le moindre doute sur la stabilité de la société, ou si vous accordez beaucoup d'importance aux générations futures, c'est clair, il faut engager le projet CGO. Très belle conclusion. Sylvain. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que disait Jean-Michel. On est sur la gestion du temps long. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment très très vrai en matière d'environnement, c'est plus on a le temps et plus on prend les décisions en amont, plus on les gère de façon éclairée. Il y a un coût économiquement acceptable aussi derrière. Donc ça, c'est quand même assez important à souligner. Et ici, tout le travail de recherche qui a été mené, en fait, démontre une méthodologie qui est appliquée sur l'environnement et sur le temps long qui est extrêmement vertueuse à mon sens. Voilà, c'est cette notion de fameux développement durable dont on parlait tout à l'heure. On gère le passé et on se projette aussi vers l'avenir. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement encourageant. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois du temps que vous nous avez consacré. Je vais faire une petite minute de publicité. L'Andra vous accueille, si vous le souhaitez, comme nous l'avons fait nous aussi, pour bien nous familiariser avec ce projet. Vous accueille à Bure, donc à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse, hein, j'ai bien compris le message. Et il y a un centre de visiteurs extrêmement passionnant, franchement, très sympa pour venir avec des enfants, c'est très grand, c'est très didactique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller chaque jour. Ça ressemble un petit peu, moi qui suis parisien, ça ressemble un peu à la Villette quelque part, hein, au centre de la Villette. Là, hein. Alors c'est un peu moins grand, mais enfin c'est tout aussi efficace et dynamique avec des enfants. Voilà, donc n'hésitez pas. On va maintenant projeter une courte vidéo de 3 minutes qui a été réalisée par l'Andra. Nous leur avons demandé l'autorisation de pouvoir l'utiliser. Et ça récapitule un petit peu tout ce qu'on a appris et d'une façon tout à fait didactique. Voilà. Merci encore et à bientôt pour notre prochain podcast. Merci. Le stockage géologique. Oui, c'est la vidéo. Quel est le point commun entre le diagnostic de certaines maladies, la production d'électricité et l'étude des peintures rupestres ? Ces 3 domaines utilisent les propriétés de la radioactivité. Imagerie médicale, fission nucléaire, technique de datation. Depuis plusieurs dizaines d'années, la radioactivité est ainsi présente dans de nombreux domaines. Recherche, médecine, industrie. Quel est le lien entre la radioactivité et la géologie ? Les déchets produits par les applications de la radioactivité doivent être gérés de façon spécifique. Pour les plus radioactifs ou ceux dont la radioactivité dure très longtemps, la solution consiste à les conditionner avant de les stocker dans des couches sédimentaires profondes qui isolent et confinent la radioactivité. La géologie est donc une barrière naturelle qui permet de gérer les déchets radioactifs. Quelle est la différence entre une poubelle et un site de stockage souterrain ? Une poubelle n'est pas une solution durable. On y dépose des déchets en attendant qu'ils soient recyclés ou traités. Un site de stockage souterrain de déchets radioactifs, au contraire, est une solution durable. Le choix du site est donc primordial. L'étude du milieu géologique
de son évolution et de la nature des roches permet aux scientifiques de décider si un site géologique est suffisamment stable et imperméable pour y stocker des déchets radioactifs. Il ne doit présenter aucun risque sismique ou tectonique pendant plusieurs millénaires. En France, le bassin parisien est une zone où le risque de séisme et de mouvement de terrain est presque nul. Sa formation a commencé au Trias il y a 240 millions d'années. Ces couches sédimentaires sont donc très stables. Quel est le point commun entre le bassin parisien et une litière de chat? Ils contiennent de l'argile. Cette roche poreuse a des propriétés de rétention. Elle absorbe et emprisonne les liquides. Lorsque l'eau pénètre dans un sol argileux, il gonfle et devient imperméable. Dans le cas du stockage de déchets radioactifs, ces caractéristiques sont doublement intéressantes. La dispersion des substances radioactives est limitée d'une part grâce aux propriétés de rétention de l'argile et d'autre part grâce à la très faible circulation de l'eau dans la roche. C'est donc une couche sédimentaire spécifique du bassin parisien qui a été choisie pour isoler les déchets radioactifs. Quel est enfin le point commun entre du lichen et un ver de terre? Tous deux sont des bioindicateurs, c'est-à-dire qu'ils renseignent sur la qualité de l'environnement. Parallèlement au projet de stockage profond de déchets radioactifs, des scientifiques conduisent des recherches pour étudier l'environnement et son évolution afin de suivre les impacts éventuels du projet sur le milieu naturel et sur les activités humaines. La problématique de la gestion des déchets radioactifs qui trouve une solution dans la géologie est donc indissociable d'une réflexion sur notre responsabilité en matière d'environnement.